Quand je suis arrivée, il y avait 12 maisons d'hôtes. Maintenant, je pense qu'il y en a plus que 400 ou 500. J'avais vu un jour que la porte était ouverte. J'ai jeté un œil et j'ai eu le coup de foudre. La maison, il me la fallait absolument. C'était celle-là, c'était la mienne. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit que j'allais tout perdre. Je pense que si on n'apprend pas à lâcher prise dans cette ville, on devient fou ou on s'en va. Demain, ça voulait juste dire pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'éventuellement, dans le meilleur des cas, c'était vraiment demain, mais que ça pouvait être dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois. C'est une ville qui est faite pour les contemplatifs. Si tu cherches une vie nocturne, endiablée, c'est pas ici qu'il faut venir. Les gens qui viennent et qui pensent que ça va être simple d'ouvrir des chambres, non, ça ne l'est pas. C'est pas simple du tout même. Bienvenue pour cette nouvelle interview. Je suis toujours à Fès et je voulais vous présenter Cécile de la maison d'hôtes Faits et Gestes. Alors oui, il y a un jeu de mots et vous allez vite comprendre pourquoi. Cécile m'a très gentiment accueilli durant ce week-end et j'avais vraiment très envie de vous partager son histoire, son parcours. Salut les amoureux du Maroc. Aujourd'hui, je suis à Fès dans une magnifique maison d'hôtes. Merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie. On va commencer par ton lien avec le Maroc. C'est quoi ton plus lointain souvenir du Maroc? En fait, le plus lointain souvenir du Maroc, c'est pas le mien, c'est celui de ma mère, puisque ma mère est née à Agadir en 1940, puisque mon grand-père était mécanicien volant sur une base d'abord à Agadir et ensuite à Casablanca. Et t'as connu Agadir à quelle époque toi? Je suis très très récemment et en plus il y avait eu le tremblement de terre depuis, donc ça ne ressemblait plus du tout à ce que ma mère avait pu connaître. Tu es arrivé quand au Maroc alors? Je suis arrivée en 2004. Mon fils est né en juin 2003, donc c'était encore un tout petit bébé. T'es arrivé où alors? Je suis arrivée ici à Fès. Pourquoi à Fès? En fait, au départ, je ne voulais pas m'installer au Maroc. Je voulais m'installer au Liban. Et ma mère avait mis son veto. Et donc j'étais venue ici, invitée par le groupe Accor, pour voir où je pouvais éventuellement faire un séminaire résidentiel pour la société pour laquelle je travaillais à l'époque, pour laquelle j'étais travel manager. Et une de nos villes a été Fès, et c'était un coup de foudre. Qu'est-ce qui t'a plu ici? La Médina. J'aurais pas du tout envisagé de vivre en ville nouvelle, par exemple. C'était le côté, déjà l'immense zone piétonnière que ça représente, et puis le fait que ce soit organisé par corporation, donc ça donne un côté un peu moyenâgeux à la ville. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent cette espèce de labyrinthe de ruelles oppressant. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement réconfortant. C'était Anaïs Nin qui disait que Fès était un gigantesque utérus. Voilà, on se sent dans la matrice. Tu peux nous parler du système d'organisation justement? Comment ça se passe? Le système d'organisation des corporations, Ouais. en fait, chaque quartier était dédié à une activité. Par exemple, la place Séfarine, où il y a les dinandiers, ou le musée Nejarin. Nejar, c'est le menuisier, donc c'est le quartier du bois. Il y avait la Chabine, qui étaient les herboristes, et donc chaque quartier avait sa spécialité. À l'époque, les corporations étaient régies par des amines qui pouvaient statuer en cas de litige à la place même d'un tribunal. Et aujourd'hui, en 2025-2026, qu'est-ce qui attire les gens ici à Fès? Je pense que c'est son authenticité qu'elle a su conserver. Grâce à la Médina? Grâce à la Médina, oui, absolument. De toute façon, déjà pendant le protectorat, le maréchal Lyautey avait interdit qu'on construise. Il fallait que la Médina soit totalement préservée. C'est pourquoi il y a eu la ville nouvelle. Et donc je pense que c'est cette préservation de quelque chose qui est millénaire qui donne le charme de la Médina. Et c'est quoi les petits endroits que tu préfères? Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la Médina toi? Et j'adore le musée Batra, qui a été en travaux pendant 5 ans, qui vient de réouvrir. La scénographie est absolument fabuleuse. Là, je salue, j'applaudis les gens qui ont fait cette restauration et cette scénographie muséale. C'est vraiment magnifique. J'adore le grand chêne
qui est dans le jardin surtout. Après, ce que j'aime, Et c'est quoi comme super. musée? C'est un musée comment dire, un musée d'art islamique. Donc on peut trouver des poteries, on peut trouver du bois sculpté, on peut trouver toute une série de lampas. Non, il faut y aller, c'est magnifique. Et bon, après, ce que j'aime dans la Médina, c'est le dédale de ruelles. C'est se perdre, c'est marcher. C'est la plus grande zone piétonnière au monde maintenant. Et comment tu expliques que justement certaines personnes c'est trop oppressant et d'autres adorent Je pense il faut lâcher prise. Il ne faut pas avoir peur de se perdre. Déjà, même Google devient fou quelquefois, Google Maps, avec son GPS. Donc, oui, il faut accepter de ne pas se retrouver à l'endroit où on avait prévu de se rendre. Ou de faire un grand détour. Et ça, c'est plutôt sympa. Et c'est ça la magie aussi, de se perdre pour découvrir. Oui, dans les années 30, il y avait eu une fameuse campagne de pub qui disait «Venez découvrir Fès la mystérieuse». Bon, voilà, on est en 2025 et toujours aussi mystérieuse. Derrière les grands murs, on ne soupçonne pas quelquefois l'opulence des palais qui sont cachés. Voilà, c'est une ville qui se dévoile petit à petit. On ne peut pas appréhender en une visite, en 2 jours. Il faut vraiment venir, revenir, revenir. C'est ça qui fait son charme aussi. Tu nous parles de tes premiers mois, premières années ici, c'était comment et tu faisais quoi? C'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais eu la fausse bonne idée de penser qu'en m'associant, ce serait plus simple. Mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. Donc voilà, démarrer quelque chose à moi, ça a pris du temps. J'ai laissé beaucoup de plumes. Mais bon, j'avais décidé de rester ici contre vents et marées. Tu t'étais associé par facilité ou c'était une opportunité Non, par facilité, je pensais vraiment que ça allait rendre les choses plus faciles en termes de création, en termes de plein de choses. Il y a 22 ans, il y avait moins d'étrangers, malgré tout. À Fès, quand je suis arrivée, il y avait 12 maisons d'hôtes. Maintenant, je pense qu'il y en a plus que 400 ou 500. Ouais. Donc, il y avait encore peu de petites structures. Voilà, donc ça, c'était l'erreur numéro 1. C'était quoi ta vision à ce moment-là? Tu t'en rappelles? Ma vision à ce moment-là, c'était un peu une vision à fantasmer. Je me rappelle la plus grande claque. C'était le hammam. Je pensais que le hammam était un lieu, comment dire, assez feutré. Voilà, c'est vraiment l'Orient rêvé. Et j'ai assisté à une bastonnade mémorable de femmes qui se sont battues pour une sombre histoire de seau d'eau chaude. Et là, l'Orient rêvé, feutré, a pris une claque. Parce que le hammam populaire, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit aussi. C'est la vie. Ouais. C'est pas du tout la vision idéalisée d'une occidentale. Comme on imagine, quoi. C'était pas du tout les mille et une nuits, quoi. Il y a eu d'autres étapes comme ça où tu as pris la réalité du Maroc Oui, j'ai mis du temps au départ à comprendre la notion de temps. J'ai mis du mal à réaliser que demain, ça voulait juste dire pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'éventuellement, dans le meilleur des cas, c'était vraiment demain, mais que ça pouvait être dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois. Donc ça on met du temps au départ. On met du temps aussi à comprendre, réaliser qu'on n'est pas forcément compris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français, et on pense que voilà, la communication, l'échange est simple. En fait, il n'est pas forcément simple. Déjà parce que même s'il y a une incompréhension de la part de l'interlocuteur, il ne va jamais dire non pour pas faire de peine. Ça a donné quelques petites choses assez croquignolesques en termes de production, par exemple. Tu as des histoires ou des anecdotes par rapport au temps, la notion du temps justement? J'en ai énormément.
En fait, je pense que si on n'apprend pas à lâcher prise dans cette ville, on devient fou ou on s'en va. Euh, Ça peut être des délais interminables, hein, alors qu'on nous a juré ces grands dieux que c'est la production et la réalisation prendrait 3 semaines et en fait ça en prend 6. Mais bon, je pense que ça fait partie du jeu aussi. Comme tu dis, il y a un lâcher-prise à... Total. Ah ouais. Si on arrive et qu'on reste crispé sur ses principes occidentaux, sur sa montre, c'est juste pas possible. C'est peut-être ça aussi qui fait que certains ne s'adaptent pas et finissent par partir. C'est sûr, c'est sûr. C'est un des gros motifs de départ des gens. Donc tes premières années au Maroc, tu t'es associé, c'était quoi comme projet C'était déjà pour une petite maison d'hôte. Donc je t'ai dit, il y en avait 12 à l'époque. Il y en avait quelques-unes qui étaient déjà tenues par des étrangers, dont une qui s'appelle Riyad Lune et Soleil, qui est toujours en activité, qui est fabuleuse. Mais il n'y avait pas vraiment énormément d'étrangers. Donc voilà, et ça a misérablement capoté. Et comment tu t'es relevé de cette épreuve? Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit que j'allais tout perdre, mais que c'était pas grave, que mon associé également allait tout perdre. Et voilà, en fait, tiens, encore une fois, le fait de lâcher prise. Et j'ai réussi à récupérer quelques croquettes. Et je suis partie, j'ai d'abord loué un appartement pas loin d'ici. Et après, j'ai eu la chance de trouver cette maison. J'y ai eu un salon de thé et ensuite un restaurant. Ici même? Ici même, oui. Avant moi, c'était des bonnes sœurs. Donc j'ai eu un restaurant et en fait, j'ai arrêté la restauration après le printemps arabe. Parce que le tourisme est quand même un secteur qui est extrêmement volatile. Et la restauration, il faut... D'abord, c'est énormément d'investissement en termes d'heures. Et puis la nourriture ne se conserve pas indéfiniment. Donc j'ai préféré changer la nature de mon activité pour avoir la possibilité d'avoir plusieurs autres activités. Donc voilà, j'ai fait des chambres et c'est très rare que quelqu'un tape à ta porte en te disant je viens dormir chez vous. Comme ça te permet de faire d'autres choses. Petite pause pour vous rappeler que j'organise une nouvelle masterclass Objectif Maroc le week-end du 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Ce sera la 3e édition avec 2 journées d'échanges, de rencontres et de retours d'expériences concrètes animées par des entrepreneurs installés et des experts du terrain. 5 intervenants sont déjà confirmés. Cette masterclass, c'est un week-end pour se rencontrer dans la vraie vie, en réel. Et on va vous aider aussi à structurer votre projet d'installation ou d'entrepreneuriat au Maroc. Il reste encore quelques places disponibles. Je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce qu'à certains moments, tu t'es dit, je vais quitter le Maroc, je vais bouger ou... Oui, bien sûr. Je me suis dit ça. Je me suis dit ça et je l'ai fait en fait après le deuxième Covid, parce qu'on n'a pas du tout travaillé. Ça a été très 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 compliqué. Ouais. Donc je suis rentrée en France pendant une petite période et donc je suis revenue au mois de janvier. Janvier 2025? Janvier 2025. Ah oui, c'est récent. Mm-mm. Mais tu avais déjà commencé l'activité ou pas? Ah bien sûr, j'ai déjà... l'activité était en sommeil, puisque avec le Covid, ça n'avait pas été simple. J'ai aussi une auto-entreprise en France. Donc c'est plus simple. Je vends des chaussures des deux côtés de la Méditerranée. Moi aussi, j'avais un métier lié au tourisme. Et c'est vraiment la période du corona où tout a été remis en question. Et j'ai dû me réinventer et commencer une nouvelle activité. Ouais, mais c'était vraiment compliqué. Ouais. T'étais en France? Non, ici. Ah, t'étais ici. Ouais. Bah oui, en plus sans... Oui, je suis pas sorti du Maroc. Ouais, c'est-à-dire que sans soutien financier, c'était compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont repartis à ce moment-là aussi parce qu'ils n'avaient pas les reins assez solides. C'est-à-dire que si on avait des crédits, c'était mort, quoi.
J'avais la chance de pas avoir ça. Mais bon, à un moment, il fallait quand même que je reparte. C'est vrai que ça a été aussi une période où, c'est pas un nettoyage entre guillemets, mais beaucoup ont quitté le pays, sont pas revenus, hein. Ceux qui étaient pas vraiment prêts à rester sur le long terme. Alors, pas prêt à rester, pas prêt non plus à travailler sans filet. C'est quand même, ça peut être vertigineux de temps en temps. Toi, tu es encore jeune, mais il y a un moment, ça peut être vertigineux. Se dire que il va falloir travailler très très longtemps pour pouvoir vivre convenablement, quoi. Tu peux nous parler de l'époque du restaurant? T'as commencé par ça ici? J'ai commencé par un salon de thé. Salon de thé, ouais. J'ai commencé par un salon de thé. J'avais aucune idée de la manière dont j'allais faire ça. Je suis allée voir un Anglais qui s'appelle Mike, qui a ouvert le Café Clock, qui venait d'ouvrir le Café Clock à l'époque à Fès, son premier lieu. Il avait ouvert 6 mois plus tôt. Et en fait, j'y suis allée pour avoir quelques conseils. Et c'est là que je salue les anglo-saxons avec leur instinct grégaire et partageur. C'est qu'il a été... il a donné plus que des conseils. Il a ouvert ses livres de comptes, il a donné tout le nom de ses fournisseurs. Et en fait, il voyait l'ouverture d'un autre établissement comme une chance et pas comme quelque chose de concurrentiel. Et ça, c'est très anglo-saxon. Je suis pas sûre qu'on aurait eu la même solidarité entre Français. C'est moins fréquent, ouais. Beaucoup moins. Et les challenges, les défis de ce premier projet, c'était quoi? Déjà, c'était de me remettre de mon association misérable. Et puis après, à l'époque, c'était plus simple parce qu'il y avait beaucoup moins de structures, il y avait beaucoup moins de restos, beaucoup moins de petits endroits sympas pour manger. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le jardin, donc c'était déjà ça, c'est sympa. Et puis, j'ai eu énormément de chance parce que à l'époque, il y avait un caïd qui s'appelait, donc un caïd, celui qui s'occupe du quartier, qui était extrêmement gentil, qui a pris le temps d'expliquer les choses. Ça, c'était une grande aide. Et avant ça, tu m'as dit, c'était des bonnes sœurs ici? Avant ça, c'était des bonnes sœurs. En fait, on est dans une maison qui fait partie d'un corps qui compte trois maisons. Ce sont des dépendances du Palais Maucry, qui est en dessous par rapport à nous, là. Le Palais Maucry fait 2500 mètres carrés au sol. C'est le premier bâtiment à Fès qui ait eu l'électricité. Et donc, cette électricité, il la produisait avec une petite station hydroélectrique. Et cette station et la conduite de la voiture étaient assurées par des étrangers. Et donc, il a fallu construire ces maisons pour héberger le personnel étranger du Maucry. Et ici, elle vivait en communauté? Donc, il y a eu d'abord, je ne sais pas qui du palais habitait là, peut-être Monsieur Jean le chauffeur ou peut-être l'ingénieur. Et ensuite, quand le Maucry est parti comme pacha de Casablanca, la maison a été mise en location à des bonnes sœurs. Et elles vivaient, je crois, elles étaient 3. Et une des dernières était sage-femme, donc dans la chambre d'Uras. Eh bien, il y a plein d'enfants du quartier qui sont nés. Et après, elles sont parties où? C'était une communauté qui était vieillissante. La dernière, sœur Cathy, a eu un AVC. Elle a été rapatriée en Angleterre. Et en fait, elle est décédée là-bas. Et j'ai pris la suite du bail. Comment t'as trouvé ce lieu ici? J'étais totalement émerveillée par le Palais Maucry. J'ai rencontré une femme qui y vit, qui est la femme de Ali El Mokri, qui est décédée maintenant. Et Neza, son épouse, est toujours là. Et c'est devenu une copine. Et quand j'avais vu un jour que la porte était ouverte, j'ai jeté un œil et j'ai eu le coup de foudre. La maison, il me la fallait absolument. C'était celle-là, c'était la mienne.
Et donc j'ai demandé à NASA de dire que j'étais intéressée pour reprendre ce bail. Et voilà, après moult péripéties, cette maison a été mienne. Donc en fait, je n'en ai pas la nue propriété. J'ai un bail emphytéotique. Tu peux expliquer ce que c'est? On a la jouissance d'un bien immobilier pour une durée en règle générale de 99 ans, mais on n'en a pas la nue propriété. C'est-à-dire que on peut céder son bail, on ne peut pas vendre les murs. Moi qui ai un fils, c'est en fait ma société qui a le bail à son nom, parce que je pourrais donner les parts de ma société à mon fils et le bail continuera avec lui aux commandes. Tu as des anecdotes de la période salon de thé que tu peux nous partager? Tu veux dire en termes de clients? C'est quoi les images qui te reviennent de cette époque? Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens, parce que comme je te disais, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix à Fès. Donc j'ai eu des très très gentils clients. J'ai eu Amadou et Mariam. J'ai eu aussi la chance d'avoir très souvent une troupe de théâtre qui était venue monter une pièce des Mille et une nuits qui a été donnée en représentation à Édimbourg plus tard. Et en fait, c'était plein de jeunes talents du bassin méditerranéen. Et donc j'ai rencontré plein de futurs acteurs, actrices, musiciens à cette période-là. C'était très riche. Globalement, c'est une ville assez riche en culture ici. Alors, ça l'est de plus en plus. Et surtout, grâce à une Française qui s'appelle Isabelle Riaboff, il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle À vos agendas et qui nous permet maintenant d'avoir un accès à tout ce qui se fait. Autrefois, il se faisait des choses, mais on n'en avait pas forcément connaissance. Ou alors, trop tard. Là, c'est vraiment génial. Chacun peut participer et parler de ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment un groupe, c'est vraiment un groupe super. Est-ce que c'est diffusé après sur un réseau social ou... Non, c'est juste un groupe WhatsApp. Comment on y accède? Je peux t'ajouter si tu veux. Non, en fait, il faut pas hésiter quand on vient à Fès à solliciter, surtout quand on vient dans des structures comme la mienne, qui sont des toutes petites maisons, à demander à être inscrit ou à demander ce qui se passe. Il y a toujours quelque chose. Quel type d'événement te plaît le plus dans ce qui se passe ici? Ici, écoute, juste à côté, là, il y a une association qui s'appelle Les Étoiles, où ils ont des spectacles de grande qualité. J'ai assisté à plusieurs représentations et ils travaillent avec l'Institut français et c'est vraiment de grande qualité. Il y a aussi des étoiles à Marrakech, je ne sais pas s'ils sont liés. Ce sont les mêmes. Okay, ouais. En fait, les premières, c'était à Casablanca. C'est Maï Binbin et Nabil Ayouch. Je crois que c'était à l'époque où, après qu'ils aient tourné Les Chevaux de Dieu, qui ont commencé à créer des centres culturels. Super réalisateur aussi, Nabil. Et Maï Binbin, formidable écrivain et artiste. Tu es amoureuse des livres aussi? Ah oui, ça, oui. Tu nous en parles? À parler des livres, là, il va falloir plus qu'une heure. Là. J'ai eu pendant un moment avec l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, dont je suis membre, un café biblio ici, où on venait discuter de bouquins, où chacun parlait d'un livre qui lui tenait à cœur. On a reçu des écrivains, écrivaines. C'était formidable aussi. Je lis beaucoup. Je me suis toujours pas mise à la liseuse. C'est juste pas possible. Donc je continue à ramener des kilos et des kilos de livres ici, dès que j'en ai la possibilité. Tu as une belle bibliothèque aussi. J'ai une bibliothèque assez fournie. Quel genre tu apprécies? Bon, évidemment,
j'aime Camus, donc je sais pas si tu as vu là-haut, il trône en majesté Et au- t'as vu qu'ils viennent de faire le film, là, de sur l'étranger. l'étranger, oui. Ça Ah sort bah, maintenant, ouais. ouais, je sais, c'est Ozon qui a fait ça. Je sais pas, tu sais, quelquefois quand tu aimes tellement C'est une difficile, œuvre ouais. que tu t'es fait toi-même ta propre idée. Tu l'as déjà dans ta tête, hein. Exactement. En Euh, mieux. Souvent. ou pas, hein, mais je sais pas si je vais prendre le risque d'aller le voir. Je pense que je vais y aller, moi. Écoute, tout le monde m'en a dit grand bien. Après, c'est justement l'étranger, tout le monde en plus a une vision, s'approprie en fait l'œuvre. Donc on va voir peut-être, je vais peut-être aller voir ce que Ozon en a fait. Après, je suis une fan de polar. Donc là, j'ai récemment découvert une femme qui a écrit une série de 3 polars sur le Maroc, qui se passe juste à la fin de la guerre, fin du protectorat aussi, qui s'appelle Malvina Mestre. C'est grâce à des amis qui habitent juste en dessous, les Cassagnes, que j'ai découvert cette auteure. Et j'ai adoré parce qu'on apprend plein de choses. Et puis c'est toujours amusant, les polars qui se passent au Maroc. Les seuls que j'avais lus pour l'instant, c'était un polar de Jean-Pierre Coffel qui s'appelle Des pruneaux dans le tagine et qui était savoureux. D'ailleurs, hier, on en a discuté. J'ai été voir et c'est disponible aussi en numérique. Ah alors, Les 3, ouais. mais voilà, moi je suis de la vieille école. J'achète encore les bouquins. D'ailleurs, ces bouquins-là, je les ai achetés. Ça c'est spécial pub, Vas-y. spécial pub pour les copines. Je suis allée les acheter à la librairie Les Insolites à Tanger, qui est une librairie absolument fabuleuse. Et donc, on peut commander s'il n'y a pas. Alors, je pense sans problème, ouais. Et ici à Fès, il n'y a pas? Ils sont pas très enclins à commander. Alors après, peut-être qu'il y a des plateformes comme livre-moi.ma qui fonctionnent. J'avoue que j'ai jamais essayé. Moi, j'achète souvent mes livres d'occasion, donc je les ramène de France. Mais là, vraiment, cette librairie, Les Insolites à Tanger, elle est exceptionnelle. Donc, à visiter, à découvrir. Obligée. Et c'est ton coup de cœur récent littéraire, alors, ces polars-là? Alors écoute, il y en a plusieurs. Le dernier bouquin qui m'a marqué, c'est Le soldat désaccordé. Je trouve que c'est un très très beau roman sur une disparition pendant la Première Guerre mondiale. Et le deuxième, c'est un livre de Gwenaël Bulto qui s'appelle Malheur aux vaincus, où on apprend énormément de choses, entre autres sur les bagnes militaires au Maghreb. Je recommande fortement ce livre. J'ai lu tout ce qu'il a écrit et à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Est-ce qu'à travers les livres, tu as mieux compris le Maroc et l'environnement dans lequel tu évolues? Pour les livres de Malvina Mestre, j'ai appris plein de choses, des détails, et entre autres l'arrivée de la pègre française après la Seconde Guerre, qui était partie de Marseille et qui est venue s'installer à Casa, puisqu'ils étaient, certains étaient en délicatesse compte tenu de leur passé collaborationniste. Donc on apprend plein de choses, c'est très très bien documenté, c'est vraiment bien. Voilà, c'était le petit chapitre littéraire. Voilà. J'en profite parce que j'adore les livres aussi et c'est bien d'en parler aussi. Je peux te faire la minute Monsieur Cyclopède si tu veux, régulièrement. Avec plaisir. Après le chapitre salon de thé, il y a eu un restaurant. Donc il y a eu le resto, oui. Il y a eu le resto. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a progressé, enfin, ça s'est transformé naturellement. Au départ, tu reçois les gens, ils prennent un thé, ils te demandent s'ils peuvent manger. Bon, une fois que tu leur as fait à manger, ils te demandent si par hasard ils ne pourraient pas dormir. Donc tu vois, tout ça s'est fait On commence par un thé, on mange, on dort, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis... Et après, ce sera? Donc voilà, après le resto, je te dis, ça s'est arrêté après le printemps arabe. Combien d'années tu l'as fait évoluer avant la fin? Je dirais bien une dizaine d'années. Les challenges, les défis de cette période-là? Déjà, trouver des gens qui sont capables de cuisiner pour autant de personnes.
Et puis en plus, si tu veux, c'était un resto extrêmement simple. C'était de la cuisine familiale. Il y avait un plat du jour. Marocain? Marocain. Ouais. Il y avait évidemment les incontournables petites salades marocaines, mais il y avait un plat du jour. Donc voilà, c'était ultra simple. Je pense que c'était aussi ce que les gens venaient chercher, la simplicité des plats. Et puis le cadre qui était sympa. Tu manges dans un jardin, il y a de la Exactement. verdure. Voilà, ouais. Et ça, pour moi, c'est ça le vrai luxe en Médina, c'est le jardin. Maintenant, il y a beaucoup de restaurants. Hein. Il y en a énormément. Il y a tout. Il y a Darori. Darori. Darori, qui est un excellentissime restaurant de cuisine marocaine, Amina, c'est ça? qui est tenu par Amina. Il y a très bon restaurant de type brasserie, qui est au dernier étage du Riad La Aroussa. Excellent aussi. Après, il y a des tout petits, comment dirais-je, restos plus populaires, dont un qui est à la Chabine, le ex-quartier des herboristes qui s'appelle Salah, et qui est vraiment délicieux. Il y a de tout, il y a pour tous les budgets. Après, il y a aussi des grands restos communs que je n'ai pas encore testés, mais qui est a priori très renommé, qui s'appelle Ishq. Donc il y a vraiment pour toutes les bourses, pour tous les goûts. C'est ça qui est bien. Tu me conseilles quoi pour ce soir? Pour ce soir, la Russa, c'est bien. Ou mon frigo est bien rempli aussi. C'est quoi ton préféré? J'ai pas vraiment de préféré, si tu veux. Ça fait tellement longtemps que je vis ici que je me verrais pas manger tout le temps des tagines. Tu vois, là, je suis allée il y a quelque temps dans un restaurant en Ville Nouvelle. Oui, je suis sortie de la Médina et je suis allée en Ville Nouvelle, Wow. l'exploit. Et je suis allée manger dans un restaurant qui s'appelle Sushiki, qui est un restaurant avec un chef et un sous-chef japonais qui est exceptionnel. Donc ça, oui, c'est le dernier waouh. Mais bon, quand tu viens pour quelques jours, t'as pas envie de manger japonais, c'est clair. Le Japon t'intéresse? Oui, je dois dire que je suis assez fascinée. Alors mon fils encore plus, parce que lui, il voudrait aller faire un petit tour, puisqu'il est très intéressé par tout ce qui touche au métier du bois, et qu'eux sont connus et pour la qualité de leurs outils et pour celle de leur réalisation. Ouais, ça m'attire beaucoup aussi. Bon, allez, une prochaine fois, on fera un compte-rendu des voyages. J'en ai fait quelques-uns aussi. C'est quoi tes grands voyages? Mes grands voyages, je suis allée en Inde plusieurs fois. Je suis allée au Vietnam. Je suis allée au Liban. Je suis allée en Syrie, en Égypte, à Cuba, au Brésil, un peu. Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces voyages? Ça t'ouvre l'esprit. Et plus tu vas à la rencontre des autres, et plus tu deviens tolérant. Toi, tu me sembles aussi curieuse, intéressée par la culture, les gens. Oh bah oui, sinon la vie n'a pas de sens si tu n'es pas curieux. Enfin, pour moi. Toujours des choses à apprendre de tout le monde, de tout. Chacun son niveau. On a des choses à apprendre des autres. En termes de goût, de culture, de musique. C'est ça qui est génial. Ça s'arrête jamais. Et qu'est-ce que tu as appris du Maroc en dehors du lâcher-prise? L'hospitalité. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, tu sais, au départ, j'étais assez interloquée quand je lançais une invitation et qu'une des personnes que j'avais invitées, il n'était pas tout seul, il était avec 2 autres personnes ou 3 autres personnes. Mais en fait, ici, ça choque personne. De toute façon, on trouvera toujours à manger. Donc oui, ça m'a appris ça, l'hospitalité. C'est vrai qu'au début, quand tu connais pas le Maroc, c'est une des premières choses qui étonne. Oui, alors une autre chose qui m'a étonnée aussi, là, c'est pas de l'hospitalité, c'est que moi je suis toujours à l'heure. C'est limite une névrose, hein, je suis toujours à l'heure. Et donc tu arrives
à l'heure à laquelle... Problème. Et là, problème, effectivement, car la dame qui te reçoit est en train de faire le ménage, donc ils t'installent et ils te mettent la télé. Et ça, c'est gros trouble. Donc maintenant, j'essaie d'arriver en retard. Mais bon, il faut prendre sur moi. C'est dur. Très dur. Oui, la ponctualité marocaine, C'est quelque chose. c'est oui. Non, on s'attend pas à ce que tu viennes à l'heure dite, quoi. Déjà, c'est assez troublant, ça. Et je pense que ça a dû t'arriver. Oui. Ben oui. Donc il y a eu ce chapitre restaurant. Et maintenant, eh ben, il y a des chambres d'hôtes. Donc, alors, ici, on n'appelle pas ça comme ça, on appelle maison prête à louer. Là, on est en train d'attendre comment dirais-je, un changement enfin, pas un changement, mais une précision sur les statuts de ce type d'activité. Puisque pour être maison d'hôte, contrairement à la France, il faut avoir 5 chambres minimum. Et il faut avoir un tas de choses déjà qui sont compliquées à avoir en Médina si tu n'as pas un très grand bâtiment. Par exemple, ils demandent d'avoir deux sorties sur la rue. Tu t'imagines qu'en Médina, c'est pas chose simple. Il faut avoir, je dis ça d'autrefois, mais il fallait avoir 2 escaliers, il faut avoir plein de choses qui sont assez compliquées à avoir dans une maison modeste en Médina. Donc ils ont créé ce statut de maison prête à louer, qui est un statut au niveau local, donc qui n'est pas encore reconnu par le ministère du Tourisme, ce qui est compliqué. Je pense que, tu vois, pour les gens qui viennent et qui pensent que ça va être simple d'ouvrir des chambres, non, ça ne l'est pas. C'est pas simple du tout même. Rien n'est simple. Hein. Mais ça, je trouve particulièrement, tu vois. Parce que, par exemple, pour le resto, une fois que tu as fait ta demande, que tu as eu des inspections sanitaires, chambre d'hôte, c'est beaucoup plus complexe, pour l'instant. Alors, je sais que c'est en train d'être remanié, mais pour l'instant, c'est complexe. Parce que tu es dans la Médina ou c'est tout le Maroc pour toi? Je pense que c'est aussi parce que c'est la Médina et qu'on ne peut pas complaire à certaines obligations. Donc j'espère que tout ça va être régularisé prochainement. Ils sont en train de travailler dessus. Oui, ça bouge. Hein. Et comment tu décrirais ce projet, cette maison d'hôte? Alors déjà, sache que c'est ma maison de rêve. Hein. C'est une maison qui est complètement atypique, comme tu as pu le voir, puisque c'est une maison... je sais que le mot n'est pas trop à la mode, mais c'est une maison de type colonial, avec un balcon. Alors normalement, les balcons, tu en as beaucoup. Je ne sais pas si tu es allé te promener au Mellah. Il y en a beaucoup dans le quartier juif, mais tu n'en as pas en Médina. C'est quelque chose de totalement atypique. C'est une espèce de... Voilà, cette maison, c'est une espèce d'Orient rêvé, en fait. Où ça pourrait être un riad, mais ça n'en est pas un, puisque c'est ouvert sur l'extérieur. Tu as malgré tout la fontaine centrale, avec les 4 petits coins, avec des agrumes. Tu as les pilastres sous le balcon. Donc voilà, je pense que c'est une maison d'Orient rêvée par des étrangers. Donc elle est atypique. Il y a combien de chambres alors? 3 qui portent des noms d'écrivains, évidemment. Donc tu as une qui s'appelle Marguerite Duras, une qui s'appelle Paul Bowles et une qui s'appelle Karen Blixen. Et j'ai laquelle là? Tu as la Paul Bowles. Et là, nous sommes dans le jardin de la Karen Blixen. Donc comme ça, chacune, ça, suivant l'origine ou la résidence de l'écrivain, ça définit la déco. Parle-nous de la déco, parce que je trouve ça très beau, très... La déco, je suis totalement malade pour chiner des choses. Donc ça fait des années, au grand désespoir de mon fils, que j'accumule. Et donc cette maison, elle est devenue l'endroit où j'ai pu rassembler ce que j'avais chiné à droite à gauche. Dans la chambre d'Uras où tu n'es pas allé encore,
Il y a une fenêtre en pierre qui vient de Beyrouth. Il y a un hôtel qui vient de Saigon. Il y a un panneau de porte qui vient de Stone Town à Zanzibar. Voilà, c'est tous mes trésors de guerre. Ouais, c'est une partie de toi, de tes voyages. Oui, en fait, tu sais, mes grands-parents ont vécu en Indochine, puisque ma grand-mère était vietnamienne. Et donc, comme les gens qui ont beaucoup voyagé, on est de nulle part et de partout. Et en fait, cette maison-ci, c'est mon fantasme de maison de famille. Ma mère se moquait de moi en disant que mes grands-parents n'auraient pas eu les moyens d'avoir une petite maison comme ça. Mais voilà, c'est cette maison-là, voilà, c'est mon fantasme d'histoire familiale. Donc si vous cherchez une maison atypique à Fès, dans la Médina, on la trouve facilement en plus. On la trouve facilement. Un des avantages, c'est qu'elle est relativement au calme et qu'en plus elle est en hauteur. Donc on peut y accéder en voiture. Et puis les 3 chambres sont au rez-de-chaussée. Je pense que ça joue aussi beaucoup pour certains clients. Je trouvais que cette nuit c'était très calme et ça fait du bien. Ouais. Et puis C'est pas Marrakech quoi. sauf les oiseaux le matin. Moi j'adore ça. Mais voilà aussi le fait que ce soit en rez-de-chaussée. Parce que j'ai beaucoup de gens qui quelquefois peuvent peiner, hein, tu sais, dans les escaliers des maisons traditionnelles, qui sont très belles, mais dont les escaliers sont assez fatigants à monter et descendre. Et ce matin j'ai fait du yoga. Et tu as fait du yoga grâce à Mélissa, qui vient d'Argentine et qui a la gentillesse de nous donner des cours tous les mercredis à 17h30, tous les samedis à 9h30. Une belle personne. Superbe. Donc t'es ouverte de faire des collabs et Ah ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Comme tu as vu, la maison bouge. vivante. La maison est vivante. Alors, on va parler du nom de ta maison. Fais et gestes. Oui, c'est un jeu de mots qui ne fait rire que moi et quelques Français. C'est un peu compliqué à dire pour les autres. Alors, au niveau marketing, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Les jeux de mots, c'est sensible. Ouais. Oui, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, moi, ça me fait toujours rire. Comment les Américains disent. Ils ne disent pas, justement. C'est problématique ou non, le jeu de mots perd en puissance. Et les Marocains Bah pareil, ça évoque rien, si tu veux. Tu l'expliques J'essaye d'expliquer, mais je veux pas non plus que ce soit mal interprété. C'est-à-dire que faits et gestes, comme tu imagines, on vit quand même en Médina, dans un monde clos, donc tout le monde sait tout de tout le monde. Donc tout le monde sait ce que je fais, ou l'imagine. Pire. Et c'est pire. C'est bien pire. Tu peux me rappeler l'expression faits et gestes, ça veut dire quoi exactement? Savoir tout de quelqu'un. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Ah ouais, c'est bien marocain ça. Oui, c'est aussi marocain. Donc voilà, le jeu de mots s'imposait tout seul. Et c'est ton goût pour la littérature à nouveau qui s'est manifesté là. Oui, alors j'ai gambergé pour celui-là. Comment tu t'es fait connaître? Comment tu as eu tes premiers clients? J'ai eu une chance, mais une chance. Un de mes premiers visiteurs, quand je suis passée de comment dirais-je, de salon de thé, non, quand j'ai eu le salon de thé, quand j'ai ouvert le salon de thé, la première personne qui a ouvert la porte, c'était quelqu'un du guide du routard. Par hasard. Complètement par hasard, ouais. Et en plus, tu sais pas qui c'est, donc maintenant, au bout de 22 ans, je ne te ferai pas l'affront de te dire que je ne sais pas qui c'est, parce que je les connais quand même. Donc c'était quelqu'un du guide du routard, et hop. Donc l'édition suivante, j'étais dedans. Après, comme ils viennent et qu'ils vérifient toutes les adresses. Et franchement, c'est un des rares guides à le faire. Et ben voilà, ils ont continué à venir. Quand j'ai arrêté l'activité restauration, que j'ai fait des chambres, eh bien là, je ne le reconnaissais pas. Mais c'est un des premiers à visiter, c'était aussi le guide du routard. Et en plus, j'ai eu de la chance de tomber sur Thomas,
qui était un fan de Karen Blixen. Donc voilà, donc c'était la double chance. C'est ta bonne étoile. C'est ça, c'est le Mektoub, Du coup, ils t'ont référencé la première année. absolument, ouais. Et en fait, c'est pour ça que j'ai une clientèle française, belge, beaucoup. Et ça marche encore, Guide du Routard? Il y a des gens qui voyagent avec ça? Énormément. Ouais. En fait, tu pourrais penser que maintenant, avec tout ce qui est en ligne, ça fonctionne moins. Mais moi, il y a encore plein de... En plus, si tu veux, ça correspond quand même à une catégorie, Un type de voyageur. mais pas seulement, c'est une catégorie de voyageurs au niveau de l'âge, tu vois. Et je pense que tu as beaucoup de gens, 50 ans plus, qui voyagent encore avec des guides papier. Parce que c'est très ancien aussi, le Guide du Routard. Oui, ça a quelques années. Ouais. Tu démarres à la maison d'hôte, tu as le Guide du Routard. Ouais. Il y a des gens qui viennent du bouche à oreille, j'imagine, de Ouais, connaissances. on a des gens qui reviennent chaque année. Parce que je pense que c'est une vraie chambre d'hôte, si tu veux. C'est-à-dire que je suis là, en règle générale, hein, enfin souvent. Et donc, il y a un échange avec les hôtes, tu vois. Je pense que c'est-à-dire que si tu cherches quelque chose de très normé, de très feutré, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Mais si tu as envie de quelque chose de familial, je pense que tu te sens bien. Parce qu'on rentre dans ton univers ici. Oui, c'est avant tout ma maison. Mais je pense que les gens le comprennent bien et c'est pour ça qu'ils sont contents de venir, de revenir. Tu vois, là, j'ai des clients qui vont arriver, ils viennent chaque année. Et quand ils m'envoient un message, ils me disent réserve notre chambre. Bon, donc chacun a sa chambre de prédilection. On vient peut-être pas pour une nuit, on reste plus longtemps aussi chez toi. Alors, en règle générale, les gens restent. Alors, ça dépend par quel biais ils sont arrivés. S'ils arrivent par le routard, par le bouche à oreille, souvent ils passent 3-4 nuits ou plus. Tu vois, les gens qui viennent là, ils restent de ce soir, on est le 8 jusqu'au 26, donc 18 jours. Après, sur Airbnb, en règle générale, il reste 2 jours. D'ailleurs, ouais, t'es sur quelle plateforme alors? Airbnb. C'est tout? Oui, Airbnb parce qu'on a la possibilité de noter ses clients. Et que je trouve que ça rend les choses plus justes, si tu veux. C'est-à-dire qu'on ne va pas te faire de chantage au beau commentaire. Ça oblige à une décence réciproque. Parfois, ça dérape aussi. Écoute, moi j'ai toujours eu de la chance. Je trouve que déjà ils sont super réactifs quand tu as un souci. Évidemment, tu t'imagines bien quand autant de temps d'activité, c'est arrivé qu'il y ait des soucis, mais ils sont super réactifs. Des deux côtés, même pour le client. Pour les deux. Ouais, j'aime bien la plateforme aussi. Donc voilà, oui, c'est le seul biais par lequel on puisse me trouver. Comment tu expliques qu'il y a aussi des maisons d'hôtes où la personne n'est pas centrale, où c'est un peu impersonnel? Il y a plusieurs types de maisons d'hôtes alors? Oui, je pense, tu sais, c'est comme il y a plusieurs types d'expatriés. Tu as celui qui largue les amarres et qui s'en va. Puis tu as celui qui est détaché par sa boîte pour 3 ans et qui va pas se mélanger. Qui n'a quelquefois qu'un intérêt très modéré pour l'endroit où il est, puisqu'il sait que c'est une période brève. Et pourtant, on s'appelle tous des expatriés. Donc là, c'est la même chose. Une maison d'hôte, pour moi, ça devrait représenter humainement quelque chose. Tu vois. Bon, alors évidemment, je te dis, on ne peut pas toujours être 365 jours présent. Mais je trouve que déjà, ça te donne un lien. Toujours envie de partager
les bonnes adresses, les trucs. Surtout si t'as pas énormément de temps, ça te fait gagner en qualité de visite, je trouve. Et le personnel ici, comment tu les as trouvés? Comment ça se passe? Et tu sais, ça fait longtemps que je suis là, donc je connais bien les gens. C'est important qu'ils aient envie de transmettre la même chose que toi, donc qu'ils aiment accueillir les gens. Tu vois, je pense que tu le sens aussi, ça. Ouais, on sent qu'il y a un rapport sain et qui savent quoi faire et ils ont une bonne énergie. Parce que souvent, je suis choqué comment les Français s'adressent à des Marocains qui travaillent pour eux, tu vois. Déjà, grâce à quelqu'un qui s'appelle Frédéric Calmès, je ne sais pas si tu as eu la chance de le rencontrer. Frédéric, il, euh, il fait des visites guidées au Chala à Rabat. Et entre autres, hein, il est musicien, il est conteur. Et lui parle couramment. Et il nous a donné des cours de Darija. Donc je pense que quand tu fais déjà toi l'effort de parler un petit minimum, déjà je trouve c'est respectueux pour les gens qui t'entourent. Et je pense que ça contribue à une meilleure harmonie, même si je suis pas, parle pas couramment, loin de là. Au moins ça montre ton intérêt. Tu arrives à communiquer en darija J'arrive à me faire comprendre, ouais. et tu comprends aussi. Oui. Je comprends pas mal de choses. Je trouve que c'est plus facile de comprendre que de parler. Parce qu'on est toujours... je pense qu'on est inhibé. C'est l'éducation qui fait ça. On a toujours une retenue parce qu'on a peur de dire des sottises. Et en fait, voilà, tu dis une sottise, la personne en face, j'espère, te reprend. Et puis voilà, c'est comme ça que tu progresses. Mais je pense que c'est pour ça qu'on comprend plus qu'on ne parle. Et je t'ai découvert grâce à Myriam de l'UFE. Oui, absolument. C'est quoi ton lien avec l'UFE, toi, justement? Je suis le trésorier. Non, je suis la trésorière, pardon. Oui, je trouve ça sympa comme association. Ça réunit les Français, mais les francophones aussi. Et donc on essaye de faire des actions. Myriam a dû t'en parler. On a fait des rallyes mémorables. Voilà, on essaye de faire un spectacle pour Noël. On essaye d'aller dîner, de faire des randos. Voilà, donc c'est sympa. Tu sais, on a beau aimer énormément le pays qui nous accueille, ça n'empêche pas que quelquefois tu aies des périodes de nostalgie. Et donc ça fait du bien aussi de temps en temps de parler de bouquins avec des gens qui ont la même culture que toi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'engager avec eux? Écoute, moi je trouve leur asso sympa. Il y en a une autre également, hein, qui est sympa aussi. Bon, ça a été les premiers à me proposer. et puis je m'entendais bien avec Myriam et voilà. Je trouve que tout type d'association est sympa dans la mesure où tu essayes de faire des choses. Et il me semble que tu as une vie sociale assez riche aussi, avec un cercle d'amis. Et hier, il y avait un grand repas ici chez toi. Alors oui, hier il y avait à dîner. Comment on cultive ça? On le cultive en étant ouvert d'esprit. Comme je te disais tout à l'heure, t'apprends de tout le monde. Et je pense que chacun t'apprend un petit quelque chose. Tu vois, hier la tablée était très internationale. Et je trouve que c'est bien. C'est en fait... tu sais, pour moi, chacun est comme un petit... tu sais, comme dans les courses de relais. On va te passer un bâton et toi, tu vas le passer à quelqu'un d'autre. Et en fait, voilà, la vie, et ce que j'essaye de faire ici, c'est ça. C'est qu'on va chacun se passer un petit relais et on le transmettra à quelqu'un d'autre. Comme ça, on va continuer à courir. Ça arrive aussi souvent que les premières années, les étrangers qui viennent ici se sentent un peu seuls ou n'arrivent pas sur un réseau de qualité. Oui, Quel alors... conseil tu peux nous donner? Déjà, de demander.
Tu vois, je sais qu'à Rabat, par exemple, ils ont Rabat Accueil, qui est super bien structuré. Maintenant ici, bah, tu peux prendre conseil auprès des conseillers consulaires, comme Mimi que tu as rencontré, et il y en a d'autres. Et je trouve qu'il faut avoir l'humilité de demander. En fait, c'est quelque chose que les gens n'osent pas forcément, alors que ça leur simplifierait quelquefois tellement la tâche. Il faut se dire que tout ce par quoi ils vont passer, on est passé avant eux. On peut vraiment éviter certains écueils aux nouveaux arrivants, encore faut-il qu'ils nous le demandent, quoi. Et tu remarques un attrait de plus en plus fort pour le Maroc aussi des étrangers? Alors, ça en fait, je te parle de Fès, puisque c'est la ville que je connais. Il y a eu plusieurs vagues. Tu as eu une vague des racines et des ailes. Ensuite, tu as eu une vague Capitale sur M6. Et donc, ces émissions-là sont suivies Des vagues. des vagues absolument de gens qui sont venus pour s'installer. On a eu un gros creux, évidemment, printemps arabe, Covid. Et là, tu as à nouveau des gens qui viennent. Donc, je sais qu'en ce moment, par exemple, tu as un boom à nouveau de l'immobilier, de maisons à vendre en Médina. Le marché reprend assez fortement. Après, ça dépend pour quelle raison tu le fais, si tu veux. Là, tu vois, j'écoutais ce matin, on disait que c'était beaucoup pour faire du locatif. Si c'est du locatif et que tu viens pas toi-même, si c'est purement, purement spéculatif, ça n'a pas grand intérêt, enfin à mon avis. Oui, on achète un appart, on met sur Airbnb, on met en location. C'est ça, tu le donnes à une conciergerie. Enfin, pour moi, l'intérêt est très très limité, quoi. C'est un peu la mode du moment. Ouais. Et souvent, c'est l'installation au Maroc, c'est Marrakech, Agadir, Rabat. Fès, il est un petit peu moins fréquent. Fès est moins fréquenté. D'abord parce que c'est une ville qui est beaucoup plus tournée sur elle-même. C'est une ville qui peut être, comment te dire, rigoriste, ce serait un peu trop fort, mais c'est pas une ville facile. Ça, C'est pas on aime ou on déteste un peu ça. Exactement. Et la ville te veut ou elle te veut pas. Ça rejette aussi. Exactement, ça je le crois vraiment. Non, pour moi, c'est une ville qui est faite pour les contemplatifs. Si tu cherches une vie nocturne, endiablée, c'est pas ici qu'il faut venir. Ouais, c'est contemplatif, c'est bien comme mot. Et qu'est-ce que tu aimes contempler? Mon jardin. Mon jardin, j'aime bien regarder les gens au jardin Genanneville. J'aime bien, tu vois, quand je passe dans les ruelles, regarder à droite, à gauche, en l'air. T'as toujours des petits détails d'architecture qui sont fabuleux. C'est une ville qui a toujours quelque chose à te révéler. Et la contemplation, c'est très puissant. C'est une forme de méditation Mais qu'on perd aussi dans la vie moderne. Oui, mais comme tu vois, on va faire une boucle. Comme le temps ici n'a pas la même valeur, on peut contempler tranquille. On a des abonnés qui veulent faire des maisons d'hôtes, des projets comme ça. Tu leur donnerais quoi comme conseil? De venir vivre dans la ville où ils sont intéressés, mais venir vivre dans les mois compliqués. Par exemple, à Fès, venir vivre en janvier, février, mars, qui ne sont pas des mois simples. Se dire que Fès, par exemple, n'est pas une ville où l'activité est linéaire. Tu as des très très bons mois, comme le mois d'octobre, et tu as des mois où tu n'as quasiment pas d'activité, comme juillet, août. Il fait chaud, les gens te demandent une piscine. Les piscines, normalement, on n'a plus le droit d'en faire, ce qui est normal, puisqu'il n'y a pas d'eau, ou beaucoup moins d'eau. Donc,
Oui, tu vois, c'est pas se lancer en se disant, bah voilà, je suis venue 2 jours et voilà, ça m'a rapporté tant. Non, c'est plus. Si c'était simple comme ça serait pas magique. Et oui, ici, il y a des périodes très chaudes et d'autres très froides. Des périodes froides, des périodes normalement où il pleut, même si on oublie maintenant. Janvier, février, pas simple. Donc oui, venir dans des périodes pas simples et puis accepter de comprendre que le temps est pas la notion de temps est pas la même, que le degré d'exigence n'est pas le même non plus, que travailler avec des artisans, c'est pas simple, qu'on peut avoir des ratés et qu'il faut recommencer et voilà, qu'il faut être résilient. Comment on fait pour venir ici alors? Je vais mettre le lien Airbnb, t'as un Instagram. Moi, est-ce que j'ai ça? J'ai un Instagram, absolument, qui s'appelle Fais et- Faits et gestes. Voilà. Non, On va l'afficher. Fes.et. On va l'afficher. Gestes. Voilà. Je Et- mettrai la page Airbnb, si t'en as une. Si tu veux. Et puis voilà, ou acheter le guide du routard dans chacune de ces éditions. Est-ce qu'on met ton téléphone ou un email Oui, bien sûr, tu peux mettre les deux, mon capitaine. Ouais. Et voilà, Ce sera dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens de contact. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? de rester curieuse. C'est une bonne qualité. Bon, ils ont beau dire les anglo-saxons que ça a tué le chat, pas toujours. Bonne suite de parcours à toi. Je suis ravi de t'avoir rencontré Merci, et j'espère découvert que tu ici. vas revenir pousser les portes de Fès la mystérieuse. L'avantage, c'est que c'est à 2 heures de train de Kenitra. Oui, c'est Donc, rien. C'est je super peux facile. venir un week-end de temps en temps. Ouais, moi je vais à Rabat de temps en temps. C'est super facile. Voilà. Donc, je reviendrai, je pense. Marhaba, Et en plus, j'ai pas beaucoup exploré, donc En plus. je dois me rattraper. Ouais. quand tu veux. Merci. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que nous organisons la masterclass Objectif Maroc le week-end du 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech et il reste encore quelques places disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos pour avancer sur votre projet d'installation ou d'entrepreneuriat au Maroc, YouTube va vous proposer juste ici, maintenant, une vidéo adaptée rien que pour vous. Il suffit de cliquer dessus pour continuer cette aventure.